un jeune académicien, beau et charismatique, est assez populaire parmi ses camarades de classe, mais il a déjà une petite amie nommée Xian, qui attire également les regards grâce à son charme ravageur. Wang Bing semble avoir tout sous contrôle, mais il ressent une forte pression pour décrocher un bon emploi et rendre sa petite amie heureuse. Issu d'une famille modeste, il fait de son mieux pour gagner de l'argent, bien que la majeure partie soit dépensée lors de leur rendez-vous. N'ayant aucune expérience en matière de relations amoureuses, il se démène pour lui plaire. Le protagoniste est intelligent et possède un grand talent pour les jeux vidéo. Il a même battu le record d'un jeu en ligne, en le terminant dans le temps le plus court tout en collectant plus de ressources que n'importe quel autre joueur. Pour cette raison, il a reçu une opportunité unique, entrer dans un monde apocalyptique virtuel. La récompense est élevée, mais le risque l'est aussi. S'il meurt là-bas, il ne reviendra jamais dans le monde réel. De plus, il devra survivre pendant 7 jours dans le jeu pour pouvoir retourner dans son univers. Une autre règle stipule que le temps est déformé. Un jour dans le monde réel équivaut à 7 jours dans le monde du jeu. Les joueurs peuvent transporter des objets inanimés entre les deux mondes, et l'environnement est totalement cruel et imprévisible. Le voyage commence dans 4 heures. Wang réfléchit au risque, mais finit par accepter. Après tout, s'il réussit à terminer des jeux avec facilité, pourquoi pas celui-ci? Il s'énerve en voyant qu'il ne se passe rien immédiatement, jusqu'à ce qu'un message apparaisse pour expliquer à nouveau les règles. Il commence à réfléchir à ce qu'il pourrait acheter, mais réalise rapidement que son portefeuille est vide à cause d'un rendez-vous de la semaine précédente. Sa seule option est de demander de l'argent à ses amis. Lorsqu'il s'approche d'eux, tous savent déjà pourquoi il est là. Malgré cela, comme de bons camarades, il l'aide et lui donne même quelques conseils. Il s'inquiète du service qu'ils lui rendent, mais ils répondent que ce n'est pas un problème. Il leur suffira de les traiter comme des frères. Wang est touché par la gentillesse de ses amis et promet que, lorsqu'il reviendra riche, il fera en sorte qu'ils profitent tous de la vie. Avant de partir pour ce nouveau monde, il appelle sa petite amie pour lui dire qu'il travaillera le lendemain. Elle essaie de lui dire quelque chose, mais il ne lui laisse pas le temps. Par malchance pour lui, elle est dans une voiture avec un autre garçon en train de le trahir. Finalement, Wang est transporté dans le monde apocalyptique et utilise ses compétences stratégiques pour rester en vie, révélant son génie. Il pense que ce monde sera facile, mais sans que quelqu'un l'observe. Un être apparaît derrière un mur. Wang ne sait pas s'il s'agit d'un zombie ou d'un humain, mais il réalise rapidement que les habitants de ce monde sont aussi effrayants que le décor lui-même. Il décide de se cacher, grimpant sur une échelle pour prendre un avantage tactique. Soudain, une jeune fille vêtue de manière étrange apparaît et exige qu'il lui remette sa nourriture et son eau, sinon elle le tuera. Wang refuse, affirmant qu'il n'a rien, mais elle remarque le sac à dos sur son dos. Elle lui donne un ultimatum, 30 secondes pour livrer les provisions. Seul, il regrette d'avoir porté le sac à dos de manière visible. Sans ses ressources, il risque de ne pas survivre aux 7 jours. Les deux finissent par se confronter, mais Wang prouve sa supériorité en utilisant une arme de choc pour la maîtriser. Malgré cela, il ne la tue pas. Il lui donne de la nourriture et de l'eau, exigeant en échange l'utilisation de sa dague. En sortant du bâtiment, il est surpris par 2 hommes armés. Ils exigent ses affaires, menaçant de le tuer s'il refuse. Wang parvient à se défendre, blessant l'un des bandits. L'autre tente de stopper le saignement de son compagnon, car l'odeur attirerait des zombies. Wang s'enfuit, mais se retrouve coincé dans une impasse. Par chance, la jeune fille qui l'avait aidé auparavant revient et le sauve. Avec habileté, elle récupère sa dague et élimine le chef des bandits. Le second s'enfuit, mais Xia YQE empêche Wang de le poursuivre. Le bruit attirerait encore plus de zombies. Wang pense avoir fait un bon choix. Elle est forte et pourrait être une excellente partenaire dans cet enfer. Lorsqu'il tente de la remercier, elle le menace à nouveau, exigeant qu'il jette son arme de choc au sol. Wang fait une proposition. S'il survit ici pendant 7 jours, elle pourra manger ce qu'il a apporté. Après tout, il ne pourra pas tout consommer seul. Elle accepte et ils conviennent de l'endroit où chacun dormira. Wang se présente et découvre qu'elle s'appelle Guan Xia YQE. Pendant qu'il se repose dans la pièce, il examine les lieux. Les fenêtres ont été scellées par elle et l'intérieur suggère qu'une grande famille vivait là. Wang fouille la chambre. Dans l'armoire, il ne trouve que des vêtements vieux et déchirés. Cependant, dans un tiroir, il découvre des bijoux précieux, des objets qui, dans le monde réel, vaudraient des centaines de milliers. Immédiatement, il commence à planifier son avenir. Il imagine vendre les bijoux, devenir riche et enfin épouser sa petite amie. Pauvre de lui, pendant qu'il rêve d'elle, elle est occupée à le tromper avec un autre homme. Avant de continuer, Wang demande à Xia YQE si les bijoux lui appartiennent. Il finit par la trouver nue, confuse par la question. Elle rétorque en lui demandant s'il veut rendre la nourriture. Wang change de sujet et lui demande si elle souhaite les vendre. Xia YQE répond qu'il peut les garder, personne ne s'en soucie plus ici. Wang est intrigué par la réponse, mais comprend rapidement, ces bijoux ont une valeur inhabituelle.
Les bijoux sont présents dans de nombreuses maisons de ce monde, ils n'ont donc plus aucune valeur ici. Malgré cela, Wang est ému. Après tout, il vient de découvrir sa source de richesse. De plus, la jeune fille va aussi l'aider, puisqu'il a partagé une grande partie de sa nourriture avec elle. Xia Yue l'emmène alors voir un coffre-fort dans une chambre. Elle a essayé de l'ouvrir plusieurs fois, mais a toujours échoué. Elle a fini par abandonner. Wang examine l'objet et explique que, normalement, ce type de coffre est connecté à un système d'alarme. Si quelqu'un fait plusieurs erreurs en entrant le code, il envoie automatiquement un signal à la police. Mais comme l'électricité est coupée, ils peuvent tenter de l'ouvrir sans trop de complications. Pendant qu'ils travaillent sur le coffre, Xia Yue part chercher d'autres objets utiles dans le bâtiment. Par chance, Wang réussit à ouvrir le coffre. À l'intérieur, il y a divers objets précieux. De l'or, des documents anciens, des bijoux et même quelques armes. Il commence immédiatement à tout ranger dans son sac à dos. Xia Yue l'appelle idiot, disant que ces choses ne valent pas plus que des bonbons ici. Wang répond que, bien qu'elles soient inutiles dans ce monde, elles auront une grande valeur dans le leur. De plus, il peut les échanger contre de la nourriture, ce qui pousse la jeune fille à l'aider encore davantage. Wang demande au système où il apparaîtra lorsqu'il retournera dans le monde réel après les 7 jours. Le système confirme qu'il se matérialisera à 100 mètres du dernier endroit où il se trouvait, mais il précise que, comme ce monde est chaotique, toute nourriture apportée de l'autre côté est considérée comme un luxe extrême, quelque chose qui rend les gens fous de désir. La jeune fille lui demande pourquoi il ne cultive pas et ne construit pas une défense solide. Wang explique qu'après des années d'efforts, le gouvernement a créé des zones sécurisées entourées de murs qui empêchent les zombies d'entrer. Tous les survivants veulent y aller, mais peu y parviennent. Bien que ces lieux soient meilleurs, même là-bas, ils font face à une pénurie alimentaire. Il est impossible de revenir au niveau de vie d'avant. Xia Yue lui demande quel est son travail et s'il est vraiment possible d'échanger des bijoux contre de la nourriture. Wang répond qu'il est entrepreneur, il collecte de l'or et des bijoux pour ensuite les négocier avec des personnes de la haute société. Elle dit alors qu'elle va l'aider et l'avertit de ne pas sortir seule la nuit, car elle a installé des pièges à proximité. Pendant qu'ils discutaient, quelqu'un marche sur l'un des pièges. C'étaient des membres du gang Tiger Red, ceux qui avaient attaqué Wang auparavant. L'un d'eux, apparemment le chef, nommé Zen, ordonne à ses hommes de chercher la fille. Xia Yue conduit Wang vers un endroit sûr, mais inconfortable. Ils ne peuvent pas monter au 2e étage car les escaliers se sont effondrés. S'ils restent silencieux, les zombies ne les trouveront pas. N'ayant rien à faire, Wang prend son téléphone portable et lance une musique. Il commente que la jeune fille semble aller beaucoup mieux depuis leur dernière bataille. Xia Yue commence à pleurer en entendant la mélodie. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas écouté de musique. Ce sont éveille des souvenirs de ses parents. Ils écoutent ensemble. Wang promet que, la prochaine fois qu'il viendra, il lui apportera un nouveau téléphone, car il voit à quel point elle aime la musique. Un instant, il ressent quelque chose pour elle, mais chasse rapidement cette pensée. Après tout, il a déjà une petite amie. Ils finissent par s'endormir ensemble, écoutant de la musique et se reposant. Le lendemain, ils parlent du gang Tiger Red. C'est l'une des 4 plus grandes bandes de la ville, contrôlant la zone ouest. Xia Yue a eu plusieurs confrontations avec eux et pense qu'ils connaissent probablement leur position approximative. Le chef est le frère Tiger, avec plus de 60 membres et une douzaine d'armes. Ils sont dans un immeuble élevé à l'ouest de la ville, où se trouve également un supermarché dont les réserves appartiennent au gang. Outre eux, il existe 3 autres gangs principaux. Le gang Xa, à l'est, est le plus puissant, dirigé par le frère Xing, avec plus de 100 hommes et plus de 20 armes. Le gang USO Gigante, au nord, est dirigé par le frère Shang, avec un peu moins de 100 membres et environ une douzaine d'armes. Enfin, le plus faible est le gang Fin, au sud, dirigé par Fei, avec seulement 4 subordonnés et entre 7 et 8 armes. Curieusement, ils ont reçu quelques explosifs et grenades, et c'est pourquoi les autres gangs évitent de les provoquer. Ces 4 gangs divisent la ville, maintenant une sorte d'ordre tacite entre eux. En dehors d'eux, il y a de petits groupes dispersés et des survivants isolés, comme Xia Yue. Probablement, il reste moins de 1000 personnes dans la ville. Sur les 2 millions d'origines, la plupart sont devenus des zombies ou ont fui vers d'autres régions. Ang, l'un des survivants, croit que c'est vraiment l'ère de l'apocalypse, étant donné la réduction drastique de la population. Changeant de sujet, Wang lui demande si elle sait où se trouve le coffre central de la ville. Xia Yue répond qu'elle n'y a pas prêté attention, car juste après le début de l'apocalypse, tous les coffres ont été pillés et les objets de valeur emportés. Elle doute qu'il reste quoi que ce soit. Cependant, s'il existe un cachot secret, il serait probablement dans l'immeuble où le gang Xa est basé. Avant, c'était la plus grande banque de la ville, et les camions blindés apportaient directement de l'argent là-bas. Wang semble abandonner l'idée, sachant que provoquer le gang Xa serait un suicide. Il décide de continuer à vivre dans cette maison pendant les prochains jours. Récemment, plusieurs personnes sont passées au rez-de-chaussée, probablement des membres du gang Tiger Red. Comme les zombies dans le bâtiment, personne n'ose y vivre. Enfin, le
7e jour arrive. Wang part, laissant une partie de la nourriture à Xia-YE. Elle s'inquiète pour lui, mais Han, un survivant expérimenté, lui a dit qu'elle devrait se cacher et garder les ressources pour elle. Wang promet de revenir dans 7 jours. La scène est triste, Xia-YE l'étreint et lui demande si elle peut venir avec lui. Mais, malheureusement, le système ne permet que les joueurs retournent au monde réel. Elle reste derrière. De retour dans le monde réel, Wang respire profondément. Il est de retour. Tout semble différent maintenant, l'air, l'odeur, la lumière du soleil. Rapidement, il vérifie son sac à dos. Les bijoux sont toujours là. Il sourit, imaginant combien d'argent il pourra obtenir grâce à eux. Son esprit trace déjà des plans. Vendre les trésors, investir dans son entreprise, gagner plus d'argent, qui sait, reconquérir Xian. Mais, en prenant son téléphone portable, une notification le fiche sur place. Message non lu 12. Tous viennent de Xian. Il hésite, mais en ouvre un. Bim. Nous devons parler. Je ne sais pas comment te dire ça, mais je suis enceinte. Il se fige. Tout ce dont il rêvait, tout ce qu'il avait planifié, s'effondre. Ses pensées se tournent vers Xia-YE, une personne vraie, loyale, qui s'est battue à ses côtés dans un monde si cruel. Maintenant, elle est de nouveau seule. Malgré tout, il n'a que 24 heures avant de pouvoir retourner dans le monde apocalyptique. Il utilise ce temps pour en savoir plus sur le jeu, comprendre mieux le système et se préparer pour son prochain voyage. Il veut s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture, de meilleures armes et, surtout, un plan solide pour protéger Xia-YE. À l'académie, tandis qu'il se repose dans sa chambre, il réfléchit à tout. Des sentiments conflictuels l'envahissent, il est coincé entre deux mondes, là où il essaie de sauver une relation factice, et l'autre où il a trouvé quelqu'un de réel. Mais il ne peut pas agir impulsivement. D'abord, il doit survivre. 7 jours plus tard, il retourne dans le monde apocalyptique. Le système le positionne à 100 mètres du bâtiment précédent, comme prévu. Heureusement, l'endroit est sécurisé. Il transporte plus de nourriture, de l'eau, des vêtements adaptés, et bien sûr, un nouveau téléphone portable pour Xia-YE. En approchant du bâtiment, il entend du mouvement. Quelqu'un l'attend. C'est Xia-YE. En le voyant, elle court vers lui et le serre fort dans ses bras. Wang sourit et dit « Je t'avais dit que je reviendrais. Maintenant, préparons-nous. Les choses vont devenir encore plus difficiles à partir de maintenant. » Elle acquiesce, le regardant avec gratitude et détermination. Dans ce monde cruel, ils ne sont pas seulement des partenaires, ils sont devenus une famille. Ainsi commence une nouvelle phase de leur voyage. Une phase qui pourrait tout changer. Leur vie, leurs objectifs et peut-être même leurs sentiments. L'une des règles stipulait qu'aucun être vivant ne pouvait sortir de ce monde. Les deux se font des promesses mutuelles, et Wang est prêt à repartir. Wang promet de ramener de bonnes choses pour récompenser Guan de son aide. Lorsqu'elle l'appelle, il n'est déjà plus dans la pièce. Wang retourne au monde réel et dérange involontairement un couple dans les bois. Il appelle Xian pour lui dire qu'il est devenu riche. Elle répond en disant qu'elle est en train de chercher une maison avec sa famille. Son amant murmure que, si elle rompt avec Wang, il lui donnera la maison comme convenu. Il fixe un rendez-vous dans un bureau. La scène commence avec Wang, sale et épuisé, dans une bijouterie, essayant de vendre ses joyaux. Il demande à la vendeuse si le gérant peut le recevoir, car il souhaite discuter d'affaires. La jeune femme lui dit que le patron est occupé et lui demande de préciser ce qu'il veut. Wang insiste pour qu'elle appelle le gérant, mais, agacée, elle lui demande de partir et le prévient de ne pas causer de problème. Avec un sourire, Wang montre l'une de ses pierres précieuses et demande si elle peut l'évaluer. La vendeuse méprise la gemme et le menace d'appeler la police si elle est contrefaite. Deux hommes observent silencieusement la scène. Soudain, un troisième moment. La vendeuse continue à dire que Wang essaie de tromper la boutique et qu'elle appellera la sécurité s'il ne part pas. À ce moment-là, l'un des observateurs demande à Wang de rester. Il se présente comme joaillier et gérant du magasin et demande à voir les joyaux. Wang montre la pierre et l'homme est surpris. La vendeuse intervient et affirme qu'il ne fait que semer la confusion. Irrité, le gérant lui ordonne de se taire, l'insulte et lui demande de préparer du thé pour le jeune homme. Effrayée, elle obéit. Les deux passent dans une salle privée. L'acheteur demande à Wang s'il souhaite vendre la gemme. Wang répond que oui, mais il prévient que, si le prix est trop bas, il ira voir ailleurs. Si l'offre est satisfaisante, la pierre sera à lui. Bien que Wang ne connaisse pas grand-chose aux négociations, il estime que la pierre vaut au moins 100 000 yuan. Le gérant, nerveux, commente que, malgré l'apparence misérable de Wang, il semble calme et expérimenté, ce qui le rend incertain. Wang, quant à lui, s'inquiète du silence de l'homme, craignant d'en avoir trop fait, mais décide de garder son calme. C'est un jeu psychologique. Finalement, le gérant propose 8 millions. Wang peine à y croire, pensant que c'est une plaisanterie. Le gérant, interprétant mal son silence, augmente l'offre de 500 000. Wang prend une gorgée de thé pour se calmer, heureux de ne pas avoir accepté immédiatement. Wang Bing accepte le montant et explique qu'il ne vend que par nécessité familiale. Le gérant demande d'où vient la gemme, mais Wang l'interrompt, disant qu'il n'a pas besoin de répondre. Il révèle également qu'il possède encore 9 autres joyaux et demande si l'homme a les moyens de les acquérir.
Excité, le gérant confirme que oui. Tout se règle, sauf pour la vendeuse, qui reçoit une sévère réprimande. Wang quitte la boutique, prend une voiture et se dirige vers le lieu prévu pour retrouver sa petite amie. En arrivant, il se sent mal à l'aise, c'est la première fois qu'il entre dans un bâtiment aussi luxueux. Mais peu importe, il va acheter une maison pour elle et ses parents. Quand Xian apparaît, elle est accompagnée d'un autre homme. Wang demande qui il est, mais le jeune homme intervient, questionnant quel genre de vie elle menait jusqu'à présent et comment elle a pu s'engager avec quelqu'un portant des vêtements de mendiant. Les gens autour regardent et commentent comment il a réussi à entrer ici, un endroit exclusif pour riches. Zukan demande à Wang Bing de mettre fin à leur relation, puisqu'ils sont sur le point de se diplômer et doivent envisager l'avenir. Elle a trouvé quelqu'un qui peut prendre soin d'elle et lui a offert une maison. Elle ajoute que, s'il l'aime vraiment, il devrait être heureux pour elle. Wang, bouleversé, affirme qu'il peut aussi prendre soin d'elle et demande si toutes les années qu'ils ont passées ensemble ne valent pas plus qu'un appartement. Il questionne si l'autre homme l'a forcé à rester avec lui et lui demande de dire la vérité, car il est là pour la défendre. Zukan, impatiente, demande s'ils ne peuvent pas simplement rompre sans drame. Le nouveau petit ami s'en mêle, menaçant d'envoyer quelqu'un couper les mains de Wang s'il ose pointer un doigt vers lui. Wang demande ce qu'il y a de mal à pointer un doigt et si quelque chose de grave arriverait. Zukan tente de l'arrêter, mais Wang assure qu'il sait se défendre seul. La jeune fille lui donne une gifle et déclare que c'est fini, qu'elle ne resterait jamais avec quelqu'un aussi pauvre et sans avenir. Elle court pour vérifier si son petit ami va bien. Wang commente que tant d'années d'amour ne valent pas autant qu'une voiture et une maison. Des gardes arrivent et l'expulsent. Il demande si c'est ainsi qu'il traite les invités, et la jeune femme rétorque qu'il n'a jamais été un client et lui demande s'il pourrait acheter une maison ici. Comme s'il s'agissait d'une question rhétorique, elle dit « Croit-il vraiment pouvoir acheter une maison ici? La moins chère coûte 5 ou 6 millions. Même s'il arrêtait de manger et de boire pendant un an entier, il ne pourrait même pas se payer un simple cabinet de toilette. » Elle est tellement insensible qu'elle ajoute que des lycéens pauvres comme lui devraient cesser de rêver éveillés. Elle était sur le point de vendre la maison, et elle demande encore « Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il peut frapper un de mes clients? » Wang Bing demande calmement si 6 millions représentent vraiment une telle somme d'argent. À ce moment-là, un autre homme apparaît et lui ordonne de ne pas dire des choses aussi arrogant. Il gronde également la femme pour ne pas savoir gérer une situation aussi simple et précise que, si quelqu'un pose des questions, elle n'a pas été formée par lui. L'homme se présente comme directeur des ventes du lieu et s'excuse pour l'incident, mais il insiste sur le fait que, si Wang Bing avait causé des problèmes en agressant un client, cela aurait eu des conséquences graves. Et s'il n'est pas un client, il devra signaler l'incident. Wang répond qu'il voulait acheter une maison, mais que la qualité des biens est si basse qu'il a perdu tout intérêt. Feng Na et le directeur sont stupéfaits par cette réponse, et les autres clients commencent à rire de lui alors qu'il s'en va. Avant de partir, il dit espérer que Xian sera heureuse et ne regrettera pas son choix à l'avenir. Alors qu'il leur tourne déjà le dos, le directeur demande quel serait le prix idéal pour une maison à sa hauteur. En quelques mots, Wang répond qu'une valeur autour de 20 millions ou plus serait appropriée. Le directeur est furieux de cette réponse, mais retrouve rapidement son calme et affirme qu'il peut répondre à ses attentes. Une maison apparaît à l'écran avec un prix de base de 20 millions et il propose de l'emmener la visiter à condition qu'il prouve d'abord qu'il dispose de cette somme sur son compte. Wang accepte, mais impose une condition. S'il montre qu'il possède cet argent, les trois, Xian, son nouveau petit ami et la vendeuse, devront s'agenouiller devant lui et faire 3 tours complets dans le salon en rampant. Le directeur accepte sans hésiter, garantissant que, si c'est vrai, Wang sera traité comme le client le plus prestigieux. Un des gardes doute, il n'a pas cette somme. Il suffit de regarder son apparence misérable et nauséabonde. Vous essayez juste de lui donner une leçon et de l'humilier. Xian supplie son petit ami d'oublier tout ça et de ne pas discuter avec un rebut comme lui, mais le jeune homme n'en fait qu'à sa tête et l'insulte. Wang avance vers lui, mais, dans un coup inattendu, le met KO avec un poing si puissant qu'il l'envoie valser. Xian tente de retenir Wang, mais il l'avertit qu'il peut se défendre seul. Après cela, elle lui donne une gifle et déclare que tout est fini, qu'elle ne restera jamais avec quelqu'un comme lui. Wang prend congé en disant qu'elle l'a quitté pour quelqu'un qui ne se soucie même pas d'elle, et qu'honnêtement, elle ne mérite pas d'être sa petite amie. Tandis que tous autour, y compris le gérant, sont choqués, il sort une barre d'or et confirme que l'argent n'est pas un problème. De plus, il révèle que ce n'est qu'un de ses comptes bancaires avec le solde le plus bas et qu'il contient 70 millions. La vendeuse tente de retourner la situation en suggérant qu'il aurait pu falsifier une capture d'écran de son relevé bancaire. Mais le gérant, désormais plein de respect, s'excuse et annonce que Wang Bing sera un client VIP. Les gardes demandent si l'accord tient toujours. Le gérant confirme et ordonne aux 3 de s'agenouiller et de faire 3 tours dans le couloir. Sinon, ils devront partir immédiatement. Évidemment, ils vont obéir. Le gérant demande si Wang est satisfait et il répond que non, mais qu'il les pardonnera pour l'instant, par considération pour Wang Bing. Le gérant augmente alors la punition, 100 tours, et ils ne verront la villa que lorsque Wang sera satisfait. Dans sa nouvelle maison, sous la douche, Wang commente qu'il a acheté la luxueuse villa pour 30 millions de yuan, non par colère, mais parce qu'il avait besoin d'un
endroit sûr et privé. Il mentionne également qu'il doit bientôt retourner dans le monde apocalyptique, mais qu'il doit d'abord bien se préparer, car il reste encore plus de richesses à récupérer. Pendant ce temps, ses amis, qui lui avaient prêté de l'argent au début, discutent entre eux du fait que Wang Bin ne leur a rien raconté malgré tout ce qui s'est passé. Bien que Xian l'ait trahi, il dit être heureux qu'elle ait ouvert les yeux et ne soit plus trompée. Mais le problème est qu'il a frappé le nouveau petit ami, et il y aura sûrement des représailles. Wang ne répond pas aux appels de ses amis, et lorsqu'il retourne au dortoir, l'un d'eux reçoit un message. Quelqu'un a transféré 1 million de yuan sur votre compte bancaire. Un autre reçoit la même notification. Un troisième se demande si cela n'a pas un lien avec un site qu'ils ont visité la nuit précédente. Ils ouvrent l'application et confirment. Il y a 1 million sur chaque compte. Ils sont choqués et ne savent pas quoi faire. Ils n'ont jamais vu autant d'argent de leur vie. À ce moment-là, Wang les appelle. L'ami lui demande pourquoi il ne leur a rien dit de ce qui s'est passé. Wang explique qu'il est en route pour la maison de ses parents et le garçon lui demande de revenir car il a entendu dire que le garde du corps du maître Li est immense et qu'il cherchera vengeance. Wang feint de ne pas connaître de maître Li et leur demande si l'argent est bien arrivé sur leur compte. Il lui demande s'il est celui qui a envoyé 1 million et Wang répond que ce montant n'est rien et qu'il devrait accepter cela comme un cadeau. Le garçon s'inquiète. Comment ça? Rien? 1 milliard n'est rien pour toi? Wang répond que, pour lui, ce n'est vraiment pas grand-chose et qu'ils peuvent dire qu'ils ont gagné à la loterie. Curieux, les deux lui demandent combien il a gagné au total. Wang répond simplement 1 milliard. Ils sont effrayés, mais aussi émus que Wang se soit souvenu d'eux. Il explique qu'ils l'ont toujours aidé dans le passé et que ce million n'est qu'un début. Il ajoute qu'il y a encore beaucoup d'autres bonnes choses qui les attendent à l'avenir. Un des amis lui demande si c'est vrai qu'il a rompu avec Xian et frappé le maître Li. Et même s'il est riche maintenant, il doit faire attention, le maître Li est très puissant et pourrait vouloir se venger. Wang sourit et les rassure. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je ne vais pas revenir. Je vais rester dans ma ville natale pour un moment. Nous ne nous parlerons pas pendant un certain temps, mais quand je reviendrai, je vous inviterai tous les deux à prendre un verre. Wang Bin n'est pas rentré chez lui depuis longtemps, car il était occupé à accompagner Guan et à étudier. La scène change. Sa mère lui demande pourquoi il ne les a pas prévenus qu'il reviendrait. Et quelqu'un qui semble être son père questionne pourquoi il est revenu soudainement. Ses parents s'inquiètent, se demandant s'il aurait causé des problèmes en ville. Il dit à ses parents qu'il a gagné à la loterie et qu'il veut leur donner une partie de l'argent. Il ne ment pas intentionnellement, il ne peut simplement pas leur dire qu'il était dans un autre monde, sinon ils penseraient qu'il est devenu fou. Bien qu'il soit de retour dans sa ville natale et qu'il aide financièrement ses parents, son véritable objectif est de chercher quelqu'un d'autre. Il rencontre un homme qui lui demande pourquoi il est venu ici, puisqu'il n'est pas encore en période de vacances scolaires. Nous apprenons que cet homme est son jeune oncle. Wang Bin veut poser une question, mais avant cela, il offre une bouteille de vin à son oncle. Ce dernier le remercie et lui demande ce qu'il désire, promettant de l'aider si c'est en son pouvoir. Dans sa jeunesse, l'oncle adorait chasser dans les montagnes et possédait plusieurs armes chez lui. Cependant, ces dernières années, le pays a durci les lois sur la possession d'armes, alors il chasse rarement. Il laisse son neveu poser sa question, et Wang Bin demande à acheter son fusil à air comprimé. L'oncle est surpris, ne comprenant pas pourquoi il veut cette arme, et lui demande s'il ne va pas l'utiliser pour quelque chose d'illégal. Le jeune homme lui demande de ne pas imaginer le pire et explique qu'il va bientôt se diplômer. Il ajoute que lui et ses camarades ont trouvé un endroit isolé pour pratiquer le tir et acquérir de l'expérience. Wang Bin mentionne qu'il y a beaucoup de petits animaux là-bas et qu'il veut entraîner sa précision avec eux. Quand il parle de payer pour le fusil, l'oncle refuse, disant qu'il n'a pas besoin d'argent et que, tant qu'il ne fait rien d'illégal ou criminel, tout va bien. Il met également en garde, il ne doit mentionner à personne que c'est lui qui lui a donné l'arme. Après tout, ils sont de la même famille. Le garçon attend pendant que l'oncle va chercher le fusil. Lorsqu'il revient avec l'arme, Wang Bin dit que c'est la première fois qu'il tient un vrai fusil. Bien que ce soit un fusil à air comprimé, il est assez puissant pour tuer un sanglier. L'oncle lui remet l'arme avec une bouteille d'anesthésiant, en l'avertissant que trop d'utilisation pourrait être mortel. Il recommande également de faire attention. S'il est vu avec cette arme, il pourrait être arrêté. Après avoir récupéré le fusil et laissé de l'argent à ses parents, il retourne en ville. Cette fois-ci, il n'a pas seulement pris suffisamment de nourriture, mais il a aussi acheté un téléphone portable avec 10 batteries pour Guanxia. En plus du fusil à air comprimé, il a apporté un poignard affûté, une machette et même un détonateur autrefois utilisé pour faire exploser des montagnes. Il commente qu'une journée dans le monde réel équivaut à 7 jours dans le monde apocalyptique. Il ne sait pas comment Guan a passé ce temps et se demande si elle a été capturée par le gang Tiger Red. Finalement, le temps s'écoule et il retourne dans le monde apocalyptique. Pendant le processus, il est informé qu'il y a une personne vivante à environ 10 mètres de l'endroit où il va apparaître, mais il confirme vouloir continuer malgré tout. Cette fois, son objectif est de récupérer encore plus d'objets précieux et de lingots d'or. À ce moment-là, Guan apparaît en pleurs parce que c'est son dernier snack. Elle dit que, si elle avait su, elle en aurait économisé quelques-uns et mangé moins. Le jeune homme la trouve, et elle pleure en l'étreignant, heureuse qu'il ne l'ait pas abandonnée. Wang Bin l'appelle idiote, lui rappelant qu'il avait
avait promis de revenir. Il lui dit qu'il a apporté beaucoup de délicieuses provisions et l'invite à discuter pendant qu'il mange. Il remarque les blessures sur son corps et lui demande ce qui s'est passé. Gwan répond que tout a commencé peu après son départ. Apparemment, le chef du gang Tiger Red offre une grosse récompense pour leur tête. Beaucoup de gens sont à leur recherche. Inquiète pour lui, elle est sortie enquêter et a fini par entendre des rumeurs sur l'endroit où il pourrait se trouver. Résultat, elle est tombée dans plusieurs pièges et a failli se faire attraper plus d'une fois. Le garçon réfléchit, car, sans moyen de le contacter, elle a risqué sa vie juste pour suivre des bruits le concernant. Il la serre dans ses bras et promet de faire payer cher à tous ceux qui l'ont intimidé. Et il jure que le gang Tiger Red disparaîtra complètement. Gwan semble heureuse de l'entendre, et en voyant les choses qu'il a apportées, elle est impressionnée. Elle prend le fusil et est surprise qu'il ait vraiment réussi à obtenir une arme. Elle pense que cela sera utile, car il fait peu de bruit et est facile à dissimuler. Elle le remercie pour ce cadeau. Puis, il lui montre ce qui devrait être l'élément le plus important pour elle, assez de nourriture pour durer tout un mois. Elle n'y croit pas, pensant qu'elle rêve. Elle mange avec émotion, pleurant de joie devant la qualité de la nourriture. Elle lui demande pourquoi Wang Bin ne mange pas. Il répond qu'il n'a pas faim et aime la regarder manger. Tandis qu'elle insiste pour qu'il mange aussi, le garçon révèle un autre cadeau, un sac à dos rempli de batteries. Plus qu'il n'en faut pour une longue utilisation. Gwan commence à pleurer à nouveau. Depuis le début de l'apocalypse et la mort de ses parents, personne ne l'a jamais traité aussi bien que Wang Bin. Il lui demande d'arrêter de pleurer et dit qu'après avoir mangé, ils écouteront de la musique ensemble. Pendant l'absence du garçon, un conflit a éclaté entre le gang Tiger Red et le gang Bear Giant à cause de la pénurie de nourriture. Les deux camps ont perdu quelques membres, mais maintenant beaucoup se préparent à évacuer à la recherche de bases gérées par le gouvernement. Wang Bin pense que c'est le moment parfait. Une cible est montrée. Il demande à Gwan si elle a déjà utilisé une arme auparavant. Bien que le fusil soit à air comprimé avec une portée limitée, elle parvient à tirer avec précision et force. Elle calcule qu'il serait difficile d'atteindre quelqu'un au-delà de 50 mètres, mais ce n'est pas un grand problème, car le tir est silencieux et difficile à localiser. Elle lui demande s'ils ont vraiment une chance de se débarrasser du gang Tiger Red et du gang Kansha. Wang Bin répond qu'ils peuvent les vaincre, mais qu'ils ne doivent pas attaquer de front. Ils doivent laisser les gangs s'entretuer avant d'agir. Cette nuit, ils vont semer un peu de chaos. Wang Bin explique qu'il a réfléchi. Les lingots d'or sont très lourds et personne ne veut les transporter. Ils sont donc probablement enfermés dans le coffre du banquier. Si l'on veut entrer dans la banque, il faut d'abord unir la gang Kansha avec la Tiger Red et les laisser se détruire mutuellement. Leur objectif principal est de faire en sorte que les 4 gangs se battent entre eux. De cette manière, il sera plus facile de trouver l'or. Gwan lui demande comment ils vont réussir cela. Wang Bin explique qu'il a apporté le détonateur parce que seule la gang Bear Giant a accès à des explosifs et grenades. S'il fait exploser l'entrepôt de la gang Tiger Red, ils seront certainement furieux et attaqueront la gang Bear Giant par vengeance. Gwan est impressionné par le plan et complimente l'intelligence de Wang Bin. Le garçon ajoute que le seul problème est le nombre de gardes autour des entrepôts. Il sera difficile d'y entrer sans être remarqué. Gwan répond qu'il n'y a pas d'électricité la nuit et que tout le monde dort généralement vers 20 ou 21 heures. De plus, elle connaît bien la base de la gang Tiger Red. Il y a plusieurs entrées et sorties, et ils ne peuvent pas toutes les surveiller. Enfin, elle révèle qu'elle connaît un chemin sûr. Lorsque Gwan mentionne connaître une voie sécurisée, Wang Bin commente que, si c'est vrai, cela leur sera très utile. Le jeune homme ajoute qu'étant donné que la gang est déjà à leur trousse, ils vont leur donner quelque chose de plus important à penser. Excité, il dit qu'ils vont tout préparer immédiatement et commencer dès cette nuit. La nuit est déjà tombée lorsqu'ils pénètrent dans le bâtiment. Wang Bin remarque que l'endroit semble effectivement mal protégé. À l'intérieur de la maison, un homme dort. Il décide de ne pas le toucher pour ne pas alerter les autres. Il monte silencieusement jusqu'au 5e étage. Gwan demande pourquoi précisément le 5e étage. Wang Bin explique, il y a peu de gardes au 1er étage et tous dorment. Cela prouve que les objets précieux ne sont pas là-bas. Selon sa logique, les étages supérieurs doivent contenir ce qu'il recherche. Au 4e étage se trouvent probablement les élites de la gang et le chef, Tiger, doit habiter au 5e où sont également stockées les provisions. Le plan est d'arriver là-haut, de découvrir où sont les réserves et de les faire exploser. Le duo monte les escaliers avec précaution. Arrivé au 3e étage, il rampe pour ne pas être vu. Wang Bin plaisante à moitié en disant qu'ils ne doivent pas gâcher cette opportunité. Vous comprenez? Non, ils atteignent le 4e étage et voient un homme au sol, déjà endormi après avoir été anesthésié. Finalement, ils arrivent au 5e étage. Un des hommes à l'intérieur dit que, malheureusement, la nourriture devient de plus en plus rare. Wang Bin et Gwan observent, cachés derrière un mur, tandis que 2 gardes discutent. L'un d'eux mentionne que la nourriture ne durera pas plus d'1 mois. L'autre demande s'il serait possible de vaincre la gang Bear Giant et de voler leurs provisions. Le premier répond que ce pourrait être leur seule option, car, sinon, ils mourront de faim tôt ou tard.
départ. Cependant, il reconnaît que cela ne sera pas facile. La bande adverse dispose de grenades et d'explosifs. Capturer quoi que ce soit serait difficile. Il conclut alors que la meilleure idée est d'évacuer rapidement avec ce qui reste. Le chauve fait signe à son compagnon de se taire. Si frère Tiger entend cela, il va perdre la tête. Wang Bin observe la scène et conclut que cette pièce doit être celle de frère Tiger. Les gardes sortent pour aller aux toilettes, offrant ainsi à la paire l'occasion parfaite de poursuivre leur plan. Le protagoniste entend un ronflement provenant de l'intérieur de la chambre. Alors, c'est vraiment la chambre de frère Tiger.